Je vais essayer de parler suffisamment fort pour que même la rue m'entende. Oui, a priori. Ok, merci. Donc, je m'appelle Cédric Bondy, je suis enseignant à l'École supérieure de La Réunion. Je suis vraiment très heureux d'être là aujourd'hui. Enfin, très heureux, en même temps assez attristé, parce que bon, je vais clôturer ici en fait cette semaine de la pop philosophie qui a commencé lundi déjà, avec un certain nombre d'interventions. On a des fans ici, on a qui sont revenus tous les soirs quasiment. C'est vraiment agréable en fait d'avoir réussi à capter un petit public comme celui-ci. Donc voilà, une fierté d'avoir participé à cet événement-là, une tristesse aussi parce que ça se termine déjà, parce que voilà, nos camarades vont déjà s'en aller. J'utilise le mot camarade, j'aurais peut-être pu utiliser un autre mot, j'aurais peut-être pu parler de l'ami, c'est peut-être un peu fort ici, mais non. Je crois que c'est important de la philosophie, voilà, ça s'appelle la semaine de la pop philosophie, ça a été défini, ça a été débattu, qu'est-ce que ça voulait dire tout ça, mais je crois qu'il y a une chose qui est importante, c'est que la philosophie, elle ne se réalise jamais seule, elle se réalise en partage avec des gens. Parce que quelqu'un qui philosophe tout seul dans son bureau, finalement c'est un psychotique, c'est quelqu'un qui croit à ses délires logiques, il reste à la maison, il croit à toutes ses idées, c'est formidable, mais quand on les met en partage, il se passe quelque chose d'autre. Et j'espère qu'il se passe un petit quelque chose ici aujourd'hui de cet ordre-là. Alors, comme vous avez pu le voir dans les communications, les flyers qui ont pu passer toute la semaine et même peut-être un peu avant ça, donc, je vais être amené à parler, effectivement, de la série Lost. Par contre, contrairement en fait à ce qui a été annoncé, vous pouvez le voir en fait là sur le programme donc, du coup, que j'ai repris, il y a un certain nombre de choses que je ne vais absolument pas traiter. Bon, c'est une histoire très simple en réalité. Voilà, j'avais pendu ce synopsis entre guillemets il y a déjà pas mal de temps. Le travail d'organisation faisant, etc., je me suis laissé un peu prendre par le temps. J'ai eu beaucoup de discussions également avec mes collègues ici présents, qui m'ont assez retourné la tête aussi. J'ai eu beaucoup d'angoisse par rapport à tout ça. Ça m'a amené en fait à réécrire finalement quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Donc du coup je vous livrerai un nouvel état des lieux finalement de cette réflexion-là. Alors vous pouvez le voir, le titre a changé. Au départ c'était Lost, l'enfer, etc. Archipel stellaire, une négative, romancement quantique. On a complètement zappé le sous-titre. On a aussi assez transformé le titre et vous allez avoir l'occasion de voir en fait, il s'agira essentiellement d'une réflexion politique en réalité que je vais mener à travers cette série. Voilà. J'ai perdu le curseur. Ah, il est là. D'accord. Donc, la série Lost, je vais m'exprimer en fait à propos de cette série-là comme un spectateur, comme un fan. Moi j'ai été relativement fan de la série, je l'ai suivi peut-être pas voilà, très régulièrement toutes les semaines et j'ai fait en sorte quand même de pouvoir capter un maximum. Et évidemment j'ai retravaillé dessus dans le cadre de cette conférence. Donc tout le monde se souvient de cette série, qu'il y a été fan ou non. C'est une série qui a été diffusée en France entre 2005 et 2010. On a dit beaucoup de choses à l'époque là-dessus, voilà, dans les médias, dans les forums, sur les blogs, dans les cercles privés, etc. Évidemment, le lendemain matin de la série, on débrief avec les amis pour savoir qu'est-ce que chacun en a compris. Et donc tout ce qui s'est dit sur cette série, grosso modo, ça peut se résumer en à peu près deux choses, très rapidement. Elle a fait un tabac, et la grève des scénaristes hollywoodiens en a gâché la fin. Vous vous souvenez de cette histoire, hein, les scénaristes hollywoodiens, etc., tous en grève, pas assez bien payés, tout ça. Donc effectivement, il y a eu une longue pause dans la série à la reprise, un peu difficilement. C'est ce qu'on dit. Donc qu'on soit d'accord ou pas par rapport à ça, Lost, ça demeure quand même une de ces séries de nouvelle génération. Alors, on en a plein qui passent maintenant, qui sont produites par des grosses boîtes américaines. Séries de nouvelle génération qui, voilà, depuis plusieurs années hypnotisent les nouveaux téléspectateurs. Donc des séries à gros budget, ce sont des scénarios un petit peu à la Hitchcock, avec des couches de mystère empilées, voilà, des Deus Ex Machina qui sont dignes des tragédies grecques, qui sauvent les situations, etc. à la fin. Donc voilà, c'est ce type de série. Donc une très belle entreprise de divertissement, on ne peut pas dire le contraire, on s'amuse plutôt bien en la regardant. Et c'est une série qui est savamment calculée pour tenir le spectateur en haleine chaque semaine et pour lui offrir sa petite dose d'ineffable et d'indicible. Alors ceci dit, au-delà des questions d'audimat et de téléfascination qu'il peut y avoir par rapport à cette série, il y a aussi des questions qui se posent parce que dans la télévision, il y a encore, et Dieu merci, de l'intelligence. Dieu merci. Hein, si on néglige l'objet commercial et ses effets de surface, alors tous les effets de surface, hein, la surface des écrans plasma, la surface brillante des magazines, les papiers glacés, etc. Si on néglige cette surface-là,
et bien on trouve quand même un petit peu de profondeur, ce qui démontre bien qu'on a encore la possibilité de survivre à cette expérience extrême qui consiste à regarder la télévision régulièrement. Et qu'il est même possible d'en retirer de cette expérience du bénéfice pour l'esprit, c'est ce qu'on va espérer. Alors, on pourrait le dire autrement, on parle, voilà, en philosophie on parle de la téléologie, c'est-à-dire la science des buts. Ici on pourrait dire que la téléologie de la télévision, elle ne nous renvoie pas qu'à elle-même, c'est-à-dire à la téléologie en plusieurs mots. Vous vous souvenez de, pour ceux qui vivent à La Réunion depuis pas mal d'années, vous vous souvenez de cette petite phrase qui était dite le soir dans les films, Agathe la télévision et puis dort. C'était à peu près le rôle de la télévision, on regarde, on s'endort, on ne va pas aller plus loin que ça. Donc parfois, Dieu merci, la télévision, elle offre des sursauts à notre vie intérieure, comme nous en offre parfois les expériences empiriques qu'on a vues dans le quotidien. Voilà, ça nous procure aussi quelque chose. Moi je fais partie de la génération de la fin des années 70, donc je suis un enfant de la télé, ma babysitter c'était une télévision, c'était elle qui me gardait. Voilà, j'ai grandi aussi comme ça, comme un certain nombre d'entre nous. C'est en vertu de cette intelligence de la télévision, l'intelligence que je vais dire incongrue, que je vais dire déplacée, c'est en vertu de cette intelligence-là qu'on est réunis ici pour finir et pour nous perdre, peut-être que je vais vous perdre, dans les limbes d'une île qui peut-être, c'est voilà, un petit mot que je lance comme ça, qui peut-être en fait n'est pas si loin de la nôtre, n'est pas si loin de toutes les autres îles finalement. Alors, avant d'aller plus loin, je vais tenter un résumé de la série, c'est vraiment pas simple. C'est un exercice vraiment périlleux parce que pour ceux qui ont suivi la série tout simplement, ou qui ont tenté de la suivre plus précisément, on pourra en attester, le scénario il est extrêmement complexe. L'incompréhension, on peut le dire, fait partie intégrante en réalité du scénario. On est forcé à ne pas comprendre parfois. Lost, ça déroge du coup de ce point de vue-là à la règle narrative classique qui veut que les énigmes qui sont posées elles soient résolues à un moment ou à un autre. Comme dans une enquête policière classique, à la Agatha Christie, à la Conan Doyle. C'est pas du tout ce qui arrive. Aux énigmes de Lost, en fait, ne répondent pas des réponses, mais d'autres énigmes. Voilà. Une énigme vient, non, il n'y aura pas de résolution, on va enquiller les énigmes pour qu'en fait on se perde encore plus à l'intérieur. Alors, en réalité, il n'y a pas d'énigme dans cette série, je me trompe de mots, il n'y a pas d'énigme, il n'y a que des mystères. Parce qu'à la différence d'un problème ou d'une énigme, le mystère on ne le résout pas. Il reste insoluble à jamais. Alors, le mystère n'est pas destiné à trouver une solution, il n'y en a pas tout simplement. Alors, quand même, bien que le seul visionnage de la série ne permette pas vraiment à l'envie d'approcher en détail le scénario, il reste un travail certain été accompli par les scénaristes ainsi que par un certain nombre de fans pour éclairer, essayer de discerner un petit peu les enjeux de la série. D'une manière générale, je vais m'appuyer sur des éléments qui n'ont pu être compris en fait que parallèlement ou après la diffusion de la série. J'expliquerai pourquoi après. Donc c'est quoi l'histoire de Lost? C'est quoi le résumé de cette série? Je dirais que son premier niveau est simple, c'est le premier niveau en fait, que tout le monde a pu apercevoir, peut-être le niveau le plus séduisant, le plus simple, celui du début. Le vol 815, une compagnie d'avion, la compagnie Oceanic Airlines, qui relie Sydney en Australie à Los Angeles aux États-Unis, s'écrase sur une île inconnue du Pacifique. Ça commence comme ça. Dans tout état de cause, on va avoir affaire donc à un scénario de type Robinsonade, une histoire à la Robinson Crusoe. C'est-à-dire, sauf que pour le coup ici, en fait, on a affaire à une communauté de Robinson Crusoe, un genre de Koh-Lanta si on veut. Donc en principe, ce à quoi on va assister, c'est à une tragédie utopique, parce que les utopies sont toujours tragiques au fond. On va assister à une tragédie utopique, a priori, qui se déroule sur une île déserte, sur laquelle les naufragés s'apprêtent, comme dans Robinson Crusoe, à créer soit les conditions de leur survie, soit au contraire à orchestrer l'effondrement de la proto-civilisation qu'ils vont mettre en place à ce moment-là. Proto-civilisation accidentée et accidentelle. Ce sera le cas d'une certaine façon. C'est ce qui va arriver, je veux dire. Donc, ils vont s'établir là sur cette île, créer une espèce de communauté de Robinson Crusoe. Mais l'île, ça c'est un détail qui n'en est pas un en réalité, l'île n'est absolument pas déserte. Puisque très vite les naufragés vont se rendre compte que d'autres personnes vivent sur cette île, donc, et que ces personnages, en fait, il y a différentes catégories de personnages qui vont faire évoluer la série dans le déploiement d'un mystère progressif.
Les protagonistes, les groupes de protagonistes, je vais les isoler, je vais les répertorier pour qu'on puisse savoir un petit peu quelle est la carte des agissements. Donc, ils sont plusieurs. Alors, dès la première saison, je ne vais pas m'étendre énormément sur le résumé, hein, rassurez-vous, mais quand même, pour ceux qui ont vu la série longtemps ou qui auraient loupé des morceaux, il faut quand même resituer un petit peu le truc. Donc dès la première saison, on apprend l'existence d'indigènes. C'est intéressant d'utiliser ce mot-là ici. On apprend l'existence d'indigènes qui vivent sur l'île avant même donc, que ce soit écrasé l'avion. Ces indigènes sont menés par un certain Benjamin Linus et ils sont désignés dans la série à travers le syntagme « les autres », ce sont les autres. Il se révélera que d'autres personnes en fait vivent sur l'île, à part les autres, d'autres autres, qui sont tous en fait liés de près ou de loin aux autres. On trouvera le naufragé d'une course à la voile, qui s'appelle Desmond Young. On trouvera une Française, qui est naufragée d'une expédition scientifique 15 ans avant le crash de l'avion, qui s'appelle Daniel Rousseau. On trouvera également un groupe de personnages qui sont tous liés les uns les autres également, qu'on pourrait nommer les gardiens de l'île. C'est notamment cette espèce de monstre de fumée noire qui apparaît, qui terrifie toute l'île. Il y a également ce personnage qui apparaît surtout à la fin de la série qui s'appelle Jacob, qui se trouve en réalité une espèce de prophète, une espèce de chef de l'île. Et d'autres personnages, dont un certain Richard, c'est pas très important. Autre groupe de protagonistes, un groupe séparatiste des autres, qui a quitté l'île, mais qui a encore en fait maille à partir avec les autres qui sont restés sur l'île. Et ce groupe des autres dissidents est dirigé par un certain Charles Widmore. Il apparaît également, on l'apprend très vite dès les premiers épisodes, que l'île était anciennement occupée par des scientifiques qui étaient réunis autour du projet Dharma. On reviendra là-dessus tout à la fin de la conférence. Ce projet Dharma était un projet scientifique donc, qui a laissé plusieurs installations sur l'île. Et dernier personnage, enfin à ne pas négliger, l'île elle-même. On considérera que l'île elle-même est un personnage, loin d'être un simple décor. Elle est au cœur de toute l'intrigue, elle semble dotée de volonté. L'interrelation entre tous ces personnages et groupes de personnages va constituer le scénario de Lost, et c'est un ensemble d'interrelations qui est vraiment hyper complexe. On pourrait en rendre compte ainsi, alors mais vraiment de façon très synthétique. Qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que tous ces groupes-là jouent les uns avec les autres? On pourrait dire en fait que l'île semble être un lieu hors norme, on va décrire comme ça, c'est un lieu hors norme qui est occupé par l'homme depuis l'Antiquité. On y trouve des hiéroglyphes égyptiens, on y trouve des écritures cunéiformes qui étaient utilisées voilà, par les premières écritures en fait, par les Sumériens. Voilà, on se retrouve avec cette île qui semble effectivement habitée depuis extrêmement longtemps, depuis l'Antiquité. Cette île est hors norme, elle l'est à plusieurs points de vue. Elle est du point de vue de la science, puisqu'il s'y déroulent des phénomènes qui sont inexpliqués et inexplicables. La philosophie et la biologie sont complètement en déroute. On a les paralytiques qui s'y relèvent, on a l'étoffe même de l'univers qui est questionné. Rien ne tournera en fait sur cette île. On est vraiment à la limite de la connaissance. On reviendra sur cette question-là plus tard. Cette île, je l'ai dit tout à l'heure, elle a pour Big Brother, on va l'appeler comme ça aussi pour l'instant, bien que cette île, elle a pour Big Brother un personnage mystérieux du nom de Jacob, vous noterez le nom prophétique, le nom biblique. Ce Big Brother, ce Jacob, il se trouve que 2000 ans plus tôt, il a hérité de sa mère, qui donc semblait avoir les mêmes dons que lui. Il a hérité de sa mère la tâche d'être le gardien de cette île dont les origines profondes en fait ne nous seront jamais révélées à un moment dans la série. Il se trouve que le monstre de fumée noire qu'on aperçoit régulièrement dans la série est le frère de Jacob. Le frère de Jacob, donc cette fumée, a été empêché de partir de l'île et donc il est en conflit contre son frère et il essaye de faire échouer ses plans, grosso modo. Il semble que tous les autres personnages de l'île soient sur l'île en fait du fait de la volonté de Jacob. C'est vraiment lui, voilà, l'homme dans l'ombre, c'est lui qui va effectivement être à l'origine de toute la répartition des moments du scénario, de la structure narrative. Tous donc sont là grâce à Jacob et on va considérer, on va apprendre que les autres sont les agents désignés de Jacob en réalité. Ce sont ces hommes, bien qu'ils n'aient pas forcément